Très bel après-midi à tous, il est 15h. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Gouverner la France depuis 1946, tel est l'un des intitulés du programme d'histoire au bac. Dans ce chapitre, Franck Ferrand a choisi aujourd'hui, pour finir cette semaine spéciale de révision, de nous parler du référendum de 1992 sur le traité de Maastricht. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il y aurait tant et tant de sujets à développer à partir de ce programme de terminale, si déjà durant cette semaine spéciale, nous avons donné aux candidats un peu de courage pour leur révision, eh bien nous n'aurons pas perdu notre temps. Le traité de Maastricht aura sans doute été dans l'histoire de la construction européenne une date clé, mythifiée par les uns, abhorrée par les autres. Pour revivre les soubresauts de la campagne référendaire et de tous ses prolongements, j'ai convié une des meilleures spécialistes de notre histoire politique contemporaine, Arlette Chabot, que je suis heureux de recevoir cet après-midi. Et puis à la fin de l'émission, dans le prolongement du sujet de mercredi sur la diplomatie gaullienne à l'égard de la Chine, je reviendrai rapidement sur la politique de non-alignement du général de Gaulle. Ah, me direz-vous, ce bac, quelle histoire! Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes le vendredi 7 février 1992. Les représentants des 12 États membres de la Communauté économique européenne, cette CEE lointainement issue du traité de Rome en 1957, les 12 se retrouvent à Maastricht, cette petite ville du sud des Pays-Bas, au siège de laquelle avait péri D'Artagnan en 1673, tout un symbole. Les 12 signent un accord diplomatique majeur, le traité de Maastricht. C'est un tournant pour l'Europe. Le traité prévoit la fin de la communauté économique européenne et la naissance de l'Union européenne avec une citoyenneté, une politique étrangère, on veut y croire, une sécurité commune et aussi, peut-être d'abord, la mise en place d'une monnaie unique, l'euro. La ratification de ce traité ne va intervenir qu'à l'issue de discussions très longues, très laborieuses. Le traité est donc signé, reste à le faire ratifier par les différentes parties prenantes. Pour cela, il y a deux voies possibles, le vote au Parlement ou la consultation directe du peuple par référendum. Le 12 avril, le président de la République, François Mitterrand, appelle de ses vœux la ratification de ce texte. Voici le cœur de sa plaidoirie qui s'adresse à un jeune citoyen. Que dirait le président à un jeune Français ? Je lui dirais, tu as une patrie, elle est belle, elle est grande, elle sera de plus en plus forte si Maastricht entre dans les faits. Et tu as un avenir, parce que tu appartiens désormais à un ensemble de 340 à 360 millions d'habitants, capable de supporter la comparaison avec les États-Unis d'Amérique ou le Japon, ou toute autre puissance qui naîtrait sur la surface du globe. Donc je lui donnerai un avenir, une espérance, une volonté. Et en même temps, je lui garantirai la paix. Ce n'est pas mince. Tandis que les chances de développement seront infiniment plus fortes dans un grand marché que s'il était réduit au marché français de nos 58 millions d'habitants. Tout le monde le sait, cela. Tout le monde le sait, pourtant le traité, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fait pas l'unanimité dans la classe politique. À droite, certains dénoncent la perte de souveraineté depuis plusieurs mois déjà. Dès le 27 novembre 91, dans le Figaro, Philippe Séguin, qui est député RPR et maire d'Épinal, a ouvert les hostilités et signé une tribune intitulée « France, réveille-toi ». Cela donc bien avant que le traité ne soit signé. Et encore plus à droite, le Front National est vent debout contre ce texte. Jean-Marie Le Pen se déchaîne contre l'esprit de Maastricht. Maastricht, comme dit d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, il semble que ce soit la bonne prononciation au demeurant. À gauche, les Verts, le Parti communiste, certains socialistes contestataires, comme le souverainiste Jean-Pierre Chevènement, refusent eux aussi ce traité. Ils ne veulent pas d'une Europe libérale, disent-ils. Ils insistent sur le risque de flambée du chômage. Début mai 92, un projet de loi constitutionnelle est présenté par le gouvernement de Bérégovoy. C'est l'étape nécessaire en vue de la ratification. Dans la soirée, Philippe Séguin, opposant numéro 1, prend la parole. Et voilà ce qu'il dit.
La logique du processus de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais fondamentalement antidémocratique, faussement libéral et résolument technocratique, dit-il. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992, littéralement, c'est l'anti-1789. L'intervention de Philippe Séguin marque une fracture dans son camp. Il faut vous dire qu'une majorité des hommes politiques de droite est en faveur du traité. L'ancien président Giscard d'Estaing, évidemment, les ex-premiers ministres Raymond Barre et Jacques Chirac, pour ne citer qu'eux, sont pour le traité. En revanche, le président du groupe RPR au Sénat, Charles Pasqua, se range tout de suite aux côtés de Philippe Séguin. Le Parlement adopte le projet de loi de révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht. Ça doit être tout ça une simple formalité. Comme dans 9 pays de la CEE, la France va donc passer par la voie parlementaire pour ratifier le traité. Il n'y a que 2 pays qui ont choisi le référendum, l'Irlande et le Danemark. Et d'ailleurs, le 2 juin 1992, les Danois disent non au traité de Maastricht. Or, coup de théâtre, le lendemain du non danois, donc le 3 juin, à l'issue du Conseil des ministres, le président Mitterrand annonce que la France aussi choisit finalement la voie référendaire pour ratifier le traité de Maastricht. Les Français vont pouvoir s'exprimer dans les urnes. On peut dire que la campagne peut commencer. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et on termine cette semaine spéciale consacrée aux révisions du bac d'histoire avec vous, Franck Ferrand, et une émission aujourd'hui consacrée au référendum du traité de Maastricht. Et oui, donc le 3 juin 1992, à la surprise générale, François Mitterrand a annoncé que les Français voteraient à la rentrée le 20 septembre pour dire si oui ou non ils acceptent le traité de Maastricht. Demander aux Français leur avis concernant un traité sur l'Europe est une surprise. La ratification du traité de Maastricht par les 12 États membres de la CEE en février était passée inaperçue. La plupart des Français à l'époque, et ça nous verrons jusqu'où allait l'ignorance de l'opinion publique avec Arlette Chabot dans un instant, la plupart des Français ne savaient rien de ce texte sur lequel on leur demandait de s'exprimer. Le choix du référendum est surtout un énorme risque. François Mitterrand a 75 ans, il est de plus en plus impopulaire, il est au pouvoir depuis 11 ans, très malade, vous le savez. Le chômage a atteint des sommets, on est à 10%. L'affaire du sang contaminé à l'époque, un scandale consécutif à des infections par transfusion sanguine, met en cause l'ancien Premier ministre Laurent Fabius. Les élections régionales de mars ont été un véritable désastre pour la gauche et pour le Parti socialiste en particulier. Le Premier ministre d'alors, Édith Cresson, a été remplacé par Pierre Bérégovoy et on l'a dit, le traité de Maastricht est loin de faire l'unanimité dans la classe politique, aussi bien à droite qu'à gauche. Il divise les partis en leur cœur. Pourtant, François Mitterrand se montre confiant. Il est vrai que le oui à l'époque l'emporte encore dans les sondages à plus de 60%. À partir du mois de juin, les partisans du non s'organisent. À droite, Philippe Séguin enchaîne les meetings. Avec Charles Pasqua, il va créer un rassemblement pour le non au référendum. Le couple Séguin-Pasqua entraîne derrière lui près des 3/4 des militants du RPR. C'est ce qu'il faut dire, c'est que la base du parti est d'accord avec eux. Et 68 députés sur 126 et 61 sénateurs sur 90. À l'UDF, qui est censé être un parti de centre-droit, mais l'UDF est un archipel politique assez particulier, des parlementaires se rassemblent derrière Philippe de Villiers pour dire eux aussi non à Maastricht. Et en face, les partisans du texte ne font quasiment pas campagne. Dans les premiers temps, ils ont été convaincus que le oui allait l'emporter facilement. Le ministre des Affaires européennes, Elisabeth Guigou, est une des rares à se mobiliser dans le gouvernement. Et pendant l'été, c'est vrai qu'on la voit faire la tournée des plages pour défendre le oui. Pendant ce temps, le non à Maastricht est en train de progresser dans les sondages. En juillet, le oui passe au-dessous des 60%. On est même bientôt à la mi-juillet à 55% seulement. Fin juillet, le oui n'est plus qu'à 52%, donc ça diminue très vite. Des livres, des tribunes, des interviews dans la presse, les partisans du non occupent tout l'été le terrain médiatique, comme Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, le 23 août au micro de Serge Marie sur Europe 1. À Maastricht, non à Mitterrand, tel est le double mot d'ordre que je donne au nom du Front National en lançant cette offensive finale
qui doit se conclure le 20 septembre par la défaite du honteux traité et la déconfiture du piteux traiteur. Ce soir, l'idée essentielle à retenir, c'est que les conséquences du traité de Maastricht seront pour la France pires que celles d'une guerre perdue. Cette bataille de Maastricht sera décisive dans la guerre permanente que mènent les puissances obscures et les lobbies contre les nations, contre le concept même de nation et bien sûr contre la nation française. Alors n'oublions pas qu'à cette époque, les partisans du non ont un autre argument, la guerre en Yougoslavie qui fait rage. Pour les opposants à Maastricht, elle démontre cette guerre que l'Europe est incapable de trouver une solution de paix à ce conflit, qu'il n'y a pas encore de diplomatie, encore moins de défense européenne. Fin août, pour la première fois, le non fait égalité avec le oui dans un sondage. Il est même un peu devant puisqu'il serait à 51%. Cette fois, chez les européistes, il y a urgence. Les partisans du oui s'affolent un peu, telle Simone Veil à l'UDF, interviewée le 28 août par Brigitte Rinaldi. Si tout d'un coup la France disait non, ce serait un choc psychologique pour tous nos partenaires. Quand je pense à tout ce qui bouscule le monde d'ailleurs en ce moment, quand on voit ces révolutions qui se sont passées, ce courage des peuples, cette audace, cette imagination, et qu'on est là, nous, frileux, à refuser, à dire mais qu'est-ce qui va nous arriver, je dois dire je suis effondré. C'est pour moi absolument incompréhensible. Incompréhensible que devant cette volonté politique d'aller un peu plus loin pour unir nos pays, on soit recroquevillé sur nous-mêmes, on s'enferme. On veut surtout que rien ne bouge. Mais les choses bougeront sans nous. Il faut faire en sorte d'être dans le coup et de se dire on assume, on garantit, on fait ce qu'il faut, on répond. Et si on leur dit non, nous on veut rien, mais quelle image on aura ? Quelle image on aura ? Quelle crédibilité vis-à-vis de nos partenaires européens ? Inquiétude aussi, vous l'imaginez, du côté du président de la Commission européenne, Jacques Delors, invité de Jean-Pierre Elkabbach le 1er septembre. On dit à quelqu'un, si vous alliez dans une île déserte, qu'est-ce que vous choisiriez comme un disque et un film ? Vous me diriez à moi, vous avez le choix, soit en être un jour candidat, désigné comme candidat à la présidence de la République, soit un oui à l'Europe. Je choisis sans hésiter le oui à l'Europe. Désormais, le président François Mitterrand doit reprendre la main s'il veut que le oui l'emporte, malgré cette dynamique en faveur du non qui s'est manifestée pendant tout l'été. C'est la dernière chance pour le texte et le Parti socialiste se mobilise, à commencer par Lionel Jospin, au micro d'Emmanuel Faux le 1er septembre, c'est toujours sur Europe 1. Ceux qui sont plutôt pour disent, même si ce n'est pas à mon avis la prononciation exacte, Maastricht. C'est doux, c'est musical. Ça entraîne, ça ne fait pas peur. Et ceux qui sont plutôt contre disent plutôt Maastricht. C'est strict, c'est sec, c'est contraignant, c'est presque menaçant. Je crains que la prononciation exacte, pour être honnête intellectuellement, ne soit peut-être pas du côté de la douceur, mais pardonnez-moi si un tantinet subjectif, je dis plutôt Maastricht, pour faire doux. Alors il est peut-être un peu tard néanmoins et de tels arguments ne portent qu'imparfaitement. 61% des Français de l'époque ne font pas confiance au président de la République. Si le non l'emporte, François Mitterrand va-t-il démissionner comme l'avait fait le général de Gaulle en 69 ? Oh, là-dessus le président est clair, pas question de lier son sort personnel au résultat du suffrage. Le 2 septembre, invité à son tour de Jean-Pierre Elkabbach, Charles Pasqua, l'un des leaders du non, ne peut cacher son optimisme. Je voudrais adresser une petite recommandation aux partisans et aux leaders du oui. Il faudrait qu'ils voient rapidement leur médecin et qu'ils prennent des tranquillisants. Je n'ai pas du tout l'intention de polémiquer avec Mme Veil, j'ai des soucis pour elle, il faut qu'elle se calme un peu. D'ailleurs, comme lorsque j'entendais Rocard hier parler de Munich, je me disais que le débat était en train de déraper dangereusement. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h,
sur Europe 1. Et toujours dans le cadre des révisions du bac d'histoire, aujourd'hui nous parlons du traité de Maastricht avec ce référendum et un célèbre débat télévisé, Franck. Alors, le jeudi 3 septembre 1992, plus de 8 millions de téléspectateurs sont devant leur télévision. Ils sont devant TF1. La chaîne retransmet en direct et en prime time une émission publique depuis le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le sujet, c'est le traité de Maastricht. À 2 semaines et demie du référendum, le oui et le non sont alors au coude à coude dans les enquêtes et le non est même en tête dans certains sondages. La soirée télévisée va durer plus de 3 heures. Le président Mitterrand accorde d'abord un entretien au présentateur de l'émission, Guillaume Durand, entretien au cours duquel il revient sur les grands enjeux du traité, puis il va dialoguer avec un panel de 14 Français. C'était la première fois que ça se faisait, il y en a eu ensuite un très grand nombre. Ensuite, 3 journalistes, dont Jean d'Ormesson, vont parler avec le président, et la soirée se termine parce que tout le monde attendait, le débat. Débat avec Philippe Séguin, donc le leader, j'allais dire naturel du non à droite. François Mitterrand, à cette époque, est très affaibli par la maladie. L'Élysée a demandé une coupure publicitaire pendant laquelle le président pourrait se voir prodiguer un certain nombre de soins dans sa loge. Il est possible que Philippe Séguin, il est même certain qu'il ait été très conscient de la fragilité du chef de l'État et gêné par cette situation. Toujours est-il qu'il va se montrer grand seigneur, se révéler moins pugnace que lors des meetings. Il va jusqu'à se montrer quasiment complice face à François Mitterrand. C'était le général de Gaulle, je crois, j'en suis même sûr, qui disait « Pour moi, la démocratie est inséparable de la souveraineté nationale ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que la démocratie, entre autres choses, c'est l'acceptation par une minorité de la loi de la majorité. Et ça n'est pas rien pour une minorité d'accepter la loi de la majorité. Vous avez connu cette situation, Monsieur le Président, je la connais en ce moment. Chacun son tour. Chacun son tour. Merci de m'ouvrir des perspectives radieuses. C'est la loi de la démocratie. C'est la loi de la démocratie. Vous en avez fait la théorie et la pratique est à la disposition des Français. Robert-André Vivien, gaulliste, va résumer ce duel entre les deux hommes par une formule terrible. C'était Ramsès II sans bandelettes, dit-il, contre Astérix sans potion magique. À l'issue de cette émission, Mitterrand et le camp du oui ont marqué des points. Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, dans l'Élysée, coulisses et secrets d'un palais, le racontent. Le 10 septembre 1992, le président de la République entre à Cochin. L'opération a lieu le lendemain. Il sort le 17, 3 jours avant le référendum sur le traité européen. État satisfaisant. Le communiqué fait état d'un cancer, mais n'en évoque ni la gravité, ni les conséquences. C'est certain que la maladie du président a joué un rôle dans cette affaire et nous verrons lequel dans un instant. Le dimanche 20 septembre 92, les bureaux de vote ouvrent à 8 heures partout en France pour le référendum donc sur ce traité de Maastricht. Plus de 38 millions de Français sont appelés aux urnes et vont devoir répondre à cette question. Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne? Voilà une question simple. Comme à chaque scrutin, les journaux de 13 heures montrent les personnalités politiques en train d'exercer leur devoir électoral. En début de soirée, le chiffre de l'abstention tombe, 30,3%, ce qui veut dire que le référendum a mobilisé. Mais en faveur de qui? À 20h tombent les premiers résultats. Sur les 25 800 000 bulletins exprimés, 12 600 000 disent non, 13 165 000 disent oui. Le oui l'emporte donc avec plus d'un demi-million de voix d'avance, 51,04%. Vers 22h30, François Mitterrand s'exprime depuis l'Élysée. Mes chers compatriotes, nous venons de vivre en ce dimanche 20 septembre, l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. Car la France, non seulement assure son avenir, renforce sa sécurité et consolide la paix dans une région du monde si cruellement déchirée par la guerre, mais elle démontre aussi et surtout qu'elle est encore et toujours capable d'inspirer l'Europe en mesure désormais d'égaler les plus grandes puissances de la Terre.
Philippe Séguin, le champion vaincu de ce qu'on n'appelle pas encore le camp souverainiste, s'exprime également. Le traité de Maastricht sort en charpie du débat et du scrutin référendaire français. Les Français ont fait, quant à eux, la démonstration de leur volonté de reprendre en main leur destin et d'imposer le grand retour du politique contre toutes les dérives conservatrices et technocratiques. Je crois qu'un immense espoir est né dans ce pays et que nul ne pourra le décevoir. Vous voyez que, comme toujours lors des soirées électorales, tout le monde a l'air à peu près content. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, nous allons entrer dans les secrets de cette campagne et bien entendu dans les conséquences de ce scrutin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et pour cette dernière émission de cette semaine spéciale consacrée aux révisions du bac, aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous parlez du traité de l'Union européenne, le traité de Maastricht, avec votre invité Arlette Chabot, éditorialiste à LCI et membre du Club de la Presse à Europe 1. Ce qu'il faut peut-être rappeler, non seulement à tous nos auditeurs, mais tout particulièrement à nos jeunes candidats, Arlette Chabot, c'est que cette démarche, cette consultation du peuple français, l'adoption de la voie référendaire n'était pas du tout une évidence et qu'elle est arrivée à l'époque comme un véritable coup de théâtre. Oui, effectivement, François Mitterrand voulait une ratification parlementaire. Les choses étaient parties de cette manière. Et puis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu le référendum et le résultat du référendum au Danemark. Et au fond, François Mitterrand a compris, c'est d'ailleurs toujours le défaut de ceux qui veulent une construction européenne qui aille plus vite, qu'au fond, le résultat n'était pas du tout celui peut-être que voulaient les Français. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Philippe Séguin, l'adversaire numéro 1, voulait effectivement une consultation populaire. Il l'avait dit dans sa fameuse intervention à l'Assemblée, qu'au fond, ce n'était pas des parlementaires qui pouvaient prendre cette décision seule de dépossession d'une partie de la souveraineté française, que le peuple devait être consulté. Et finalement, François Mitterrand a pris le risque du référendum comme Philippe Séguin le lui avait demandé, avec le risque inhérent à tous les référendums, puisqu'il était notamment très impopulaire à cette période. Mais est-ce que l'on sait ce qui a décidé François Mitterrand? Est-ce que des bruits ont couru à l'époque? Est-ce qu'on sait comment s'est prise cette étonnante décision? Je ne suis pas persuadé que 20 et quelques années plus tard, nos hommes politiques d'aujourd'hui seraient capables de prendre ce genre de décision. C'est-à-dire que là, quand même, il y a la mise entre les mains du peuple français d'une question qui concerne son avenir, c'est vrai, mais on est encore à une époque où on le consulte, où on prend en compte son avis. De la part d'un homme comme François Mitterrand, toujours présenté comme le Florentin, comme l'homme des combinaisons, etc., c'est un peu inattendu tout de même. C'est inattendu, alors on peut toujours dire qu'il y avait une arrière-pensée politique, parce qu'il savait que la droite était divisée. Voilà. Philippe Séguin a pris la tête, Charles Pasqua derrière lui, et en face, il y avait un Jacques Chirac avec un doute. Car effectivement, la tradition gaulliste est plutôt d'être méfiant vis-à-vis de la tradition de l'appel de Cochin, européenne. Pour ce qui est de Chirac, voilà. était et différente. Puis on revient au général de Gaulle, la communauté européenne de défense, les résistances face à l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. On peut en reparler, c'est toujours d'actualité avec l'idée de sa sortie. Donc au fond, il y avait une grande réserve. Et Jacques Chirac hésite. Que doit-il faire? C'est finalement Édouard Balladur qui lui dit si tu as une ambition présidentielle, tu ne peux pas être hostile à la marche vers une Europe plus unie et tu ne peux pas être hostile à l'euro et au traité de Maastricht. Donc finalement, Jacques Chirac bascule du côté, j'allais dire, de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Donc il y avait aussi cette arrière-pensée du côté de François Mitterrand, mais en même temps la consultation, Franck, du peuple, eh bien Jacques Chirac recommencera en 2005 et là, y compris là on peut dire à ses dépens. Oui, là aussi, c'est exactement le même phénomène. On part d'une adhésion très forte au traité, 65%,
et on finit par un résultat totalement inversé et un échec. Quand on entre dans le détail de traités qui d'ailleurs sont devenus très illisibles, j'étais l'autre jour aux archives du ministère des Affaires étrangères et je voyais que les grands traités de l'histoire de France, c'est tout à fait passionnant, ça s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une exposition qui aura lieu à l'automne au Petit Palais où on présentera au public les traités qui ont fait notre histoire, c'est fascinant. Et alors jusqu'au milieu du XXe siècle, vous avez des traités au sens classique du mot. Et puis alors, depuis les années 50, et notamment avec la construction européenne, on s'est mis à avoir des espèces de contrats à l'américaine qui occupent plusieurs caisses. C'est un traité comme le traité de Maastricht, c'est 2 mètres cubes de caisse, par exemple. C'est assez impressionnant. Et donc évidemment, quand on entre dans le détail de tout ça, ça fait peur à un certain nombre de personnes. C'est des compromis énormes. Je veux dire, voilà, c'est des compromis largement discutés, négociés, interminables. Chacun doit y trouver son mot, sa virgule. Avec la traduction, on rajoute une phrase là, on en enlève une autre ailleurs. Donc, ce sont des chefs-d'œuvre de complexité. Vraiment, on peut le dire. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que la diplomatie s'y retrouve. Mais enfin, ça nous entraînerait sur un autre sujet. Essayons de rester précis dans le cadre de cette semaine spéciale. En 1992, donc, un certain nombre de formations politiques sont cohérentes. Le Front National, le Parti communiste sont contre pour des raisons qu'on n'a même pas besoin de développer. L'un pour des raisons de souveraineté, de souverainisme, comme nous disons-nous aujourd'hui. L'autre pour des raisons d'antilibéralisme. Bon, les Verts, par exemple, c'est plus étrange, la position des Verts Oui, les Verts, à l'époque, c'est pas beaucoup quand même, il faut bien dire. Les Verts sont favorables à une construction européenne. Après, il y a Daniel Cohn-Bendit qui donnera la tonalité, évidemment. Ce qui est plus intéressant, si on regarde du côté des socialistes, à l'époque, Jean-Luc Mélenchon était tout à fait favorable à la ratification du traité. Il reprenait, parce qu'il était proche de François Mitterrand, toute l'argumentation en faveur de l'Europe qui va permettre la création d'emplois, de sortir du chômage et de la dynamique. Depuis, il a dit qu'il s'était un peu trompé, ou en tout cas, il avait sans doute un peu minoré un certain nombre d'arguments développés par ceux qui sont proches de lui aujourd'hui, bien entendu. Donc il y avait en tout cas, ce qu'il y a de fascinant, et c'est peut-être en effet l'un des calculs qu'avait pu faire le président Mitterrand à l'époque, c'est la fracture qui s'insinue au cœur même des grandes formations, donc en l'occurrence le Parti socialiste avec quelques dissidents dont Jean-Pierre Chevènement est le plus célèbre, le RPR avec donc quand même une majorité de membres et d'élus qui s'en va derrière Philippe Séguin et Charles Pasqua, et alors encore plus étonnant, la très européenne UDF qui va voir aussi une forte dissidence autour de Philippe de Villiers à l'époque. Oui, tout le monde est séparé. Au fond, moi, je crois que ce qui est très important avec ce traité et ce débat sur Maastricht, c'est qu'on voit le vrai clivage qui commence à s'imposer en France et qu'on retrouve évidemment aujourd'hui. C'est ce qu'il faut dire. C'est qu'au fond, la ligne de fracture à l'intérieur de tous les partis, et on va le voir de plus en plus, elle s'installe autour de l'Europe et de la vision que chacun a de la construction européenne. Alors, et donc accessoirement de la souveraineté française. Oui, voilà, c'est ça. Les souverainistes d'un côté, et ceux qui pensent en face. Vous avez employé un mot tout à l'heure, européiste, que détestent tous ceux qui sont partisans évidemment de la construction européenne. À l'époque, on était encore fédéralistes, ou en tout cas ceux qui rêvaient d'une Europe fédérale. Aujourd'hui d'ailleurs, plus personne ne parle d'Europe fédérale, et on verra sans doute, et on en parlera, à quel point, au fond, les interrogations sur cette construction européenne sont importantes et ont mis de côté, ont obligé ceux qui étaient favorables à une Europe fédérale à y renoncer pour l'instant. Quels étaient les grands enjeux de ce traité ? On parlait donc de la création d'une Union européenne, c'est l'origine même du terme, l'UE, ça date de 1992. On parlait de diplomatie, de défense et de monnaie. On a l'impression que seul le troisième pan a été accompli. Si on regarde effectivement le reste, la politique étrangère de sécurité, il y a la PESC, c'est déjà un nom charmant qui donne envie. Il y a toujours un responsable, on connaît jamais son nom, on sait simplement qu'il y en a un quand les États discutent très longuement pour savoir qui va occuper le poste, évidemment. Donc ça n'a pas marché, évidemment, la politique européenne. Il y a la citoyenneté européenne, ça, effectivement. Si on revient au mot, à l'union, plutôt communauté, Jacques Delors a beaucoup regretté ce changement de nom, parce que, au fond, la communauté, ça supposait solidarité. Alors tout était dit dans le mot. Tout était dans le mot. Union, ça fait très diplomatie du 19e siècle. On se met ensemble, mais on ne sait pas très bien. Union, on divorce, sauf que là, apparemment, on ne peut pas toujours divorcer quand il s'agit de l'union économique. Mais évidemment,
on gardera la monnaie. Mais je crois quand même qu'il faut dire un petit mot, Franck, du contexte. C'est que c'était après la chute du mur de Berlin. C'est là que tout s'est joué, Mitterrand, Kohl. Il y a eu une grande peur en Europe. C'est que l'Allemagne se tourne vers l'Est et oublie le reste de l'Europe, se détache de la construction européenne. Et ça, c'est ce qui a inspiré le traité. Si vous voulez, nous allons nous y appesantir un peu, nous allons y revenir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, on continue de réviser le bac avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité. On parle du traité de Maastricht en 1992, en février 92. Vous recevez Arlette Chabot, éditorialiste à LCI et membre du club de la presse à Europe 1. Ce que vous nous dites, Arlette Chabot, et ça c'est fondamental, c'est peut-être qu'il y a à retenir pour nos candidats, c'est que ce traité de Maastricht lui-même, il n'intervient pas par hasard en 1992. Il intervient à l'issue du long processus d'effondrement de l'Union soviétique et de réunification d'une Allemagne que l'on croyait divisée à jamais. Ça, c'est assez fondamental, avec bien sûr la résurgence d'un certain nombre d'inquiétudes qui, elles, ressortent de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où un certain nombre de dirigeants sont des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. François Mitterrand en fait partie, bien entendu. Oui, bien sûr. On a entendu Simone Veil. Ouais. C'est la dernière fois qu'on peut utiliser cet argument de l'Europe, c'est la paix, au fond. Continuons la marche ensemble parce que c'est la garantie de la paix. Alors après la chute du mur, il y a une Allemagne puissante qui va se réunifier. Et pour l'amarrer à la construction européenne, il y a cette idée, on était dans le serpent monétaire européen, qu'il faut un lien fort. Et le lien, c'est la monnaie. Et en échange de cette unification de l'Allemagne, on dit aux Allemands, d'accord, mais vous allez sacrifier votre monnaie. Et la symbolique du marque allemand, c'est toute l'histoire de l'Allemagne. Les Allemands doivent sacrifier ce qu'ils ont de plus cher, qui est le symbole de leur puissance, c'est leur monnaie. Et on arrive comme ça, effectivement, à négocier cette monnaie. Et nous, eh bien, on dit aux Français, comme on dit aux autres Européens, c'est formidable. Attendez, vous allez être amarrés aux puissants, à la puissante Allemagne. Et ça peut symboliser. Il y a un rêve. Et c'est la marche vers une puissance économique, le rêve de la puissance économique pour tous. Et puis, bien sûr, aussi le rêve de la paix. Donc, c'est pas arrivé comme ça n'importe comment. Et on voit bien qu'en face, eh bien, cet abandon de souveraineté dénoncé par Philippe Séguin, car renoncer à sa monnaie, c'est évidemment renoncer à une partie de sa souveraineté, c'est évident, eh bien, ça pose évidemment problème. Lorsque j'ai préparé cette émission avec toute l'équipe d'Au cœur de l'histoire, nous avons été littéralement envahis d'archives de l'époque, parce que heureusement, les archives d'Europe 1 sont pleines des débats, des émissions, des interviews de l'époque, etc. Or, je vous avoue que c'est assez frappant avec le recul maintenant, c'est très intéressant de voir ça 25 ans plus tard. On a l'impression que la discussion solide, si je puis dire, les arguments, les éléments concrets sont plutôt du côté de Philippe Séguin, de Philippe de Villiers, de Charles Pasqua, etc., et de Jean-Marie Le Pen, et que du côté de Simone Veil, de Jacques Chirac, de François Mitterrand et de Jacques Delors, bien sûr, on est plutôt, et vous avez entendu tout à l'heure Lionel Jospin dans un propos très drôle, mais quasiment caricatural, on est dans l'impression, dans l'image, on n'a pas entendu vraiment d'arguments. Est-ce qu'il y avait un décalage comme ça, ou est-ce que ce sont nos archives qui sont trompeuses ? Non, les archives ne sont pas trompeuses, c'est ce que, au fond, de la part de ceux qui étaient très favorables à la construction européenne, à cette marche, à l'union, qui se justifie évidemment, parce qu'on cite, on entendait François Mitterrand dire, mais face aux États-Unis, et à l'époque il cite le Japon, aujourd'hui on peut citer l'Inde ou la Chine. Il faut une puissance européenne. Bon, alors maintenant il faut la réaliser, cette puissance, c'est sans doute ce qui a été raté. En tout cas, on n'est pas loin d'un échec réel, c'est effectivement d'avoir su construire cette puissance européenne. Mais oui, il y a un rêve européen, bien entendu. Encore une fois, c'est la paix, c'est l'économie, on est plus fort ensemble, évidemment. La France est notre patrie, disait François Mitterrand. L'Europe est notre avenir. Ça ne se discute pas. L'Europe, c'était la France en grand. C'est un autre slogan. Donc il y a ceux qui croyaient. Et en face, franchement, quand on regarde aujourd'hui l'argumentation de Philippe Séguin, on serait tenté de dire il avait raison sur tout, ou presque. Vous avez entendu le discours, là, c'est quand même incroyable, quand il dit des procédures antidémocratiques, faussement libérales et résolument technocratiques. C'est ce que 90% de la classe politique d'aujourd'hui
dirait, en fait. Oui, si on prend les arguments de Philippe Séguin, en gros, lui contestait, disait au fond c'est une Europe de technocrates qui n'apportera pas la prospérité économique. On va dire c'est pas faux, il y a le chômage. Il disait aussi que c'était contraignant, il n'y avait pas de sortie possible. Une fois qu'on est verrouillé à l'intérieur de la zone euro, on ne peut pas en sortir. On a vu les questions qui se posent à propos de la Grèce. Il disait aussi qu'il y aurait, si comment dirais-je, qu'on niait le peuple de chaque pays, il y aurait l'apparition de mouvements nationalistes à nouveau, et c'est de danger pour l'Europe. Quand on regarde aujourd'hui, on se dit, finalement, Philippe Séguin, il n'avait pas tort. Alors avons-nous eu, nous, tort, majoritairement, les Français, de voter oui. Mais au fond, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que il n'y a pas eu de service après-vente, si j'ose dire, ou en tout cas pas de mise en œuvre. Et c'est la question qui est toujours posée aujourd'hui. On a fait une monnaie commune et il n'y a pas de gouvernement économique. On a mis des critères. Bon, il fallait bien des critères parce que l'Allemagne voulait que ses partenaires soient un peu sérieux. Mais alors les critères, on voit bien que appliqués à des pays qui n'ont pas la même économie, pas la même puissance, tout ça est quand même très compliqué à gérer. Donc au fond, on n'a pas mis à côté de cette monnaie dont on était si fiers, tout le monde a été chercher ses euros, on était très contents, on n'a pas mis en place les instruments de pilotage, de guidage pour assurer le succès de cette opération. C'est ça qui n'a pas marché. Comment expliquer que le président de la République, alors qu'il était très affaibli, qu'il était très impopulaire, il faut se rappeler, François Mitterrand en 92 était devenu très impopulaire et donc particulièrement malade, il souffrait, ça se voyait à la télévision, c'était d'ailleurs très pénible. Comment expliquer qu'il ait lui-même pris la tête de cette campagne finalement, alors que dans un premier temps, un certain nombre d'autres leaders auraient dû s'en charger ? Vous savez, François Mitterrand est un Européen convaincu. Les socialistes est un Européen convaincu. Je renvoie à un autre moment important, c'est le dernier discours de François Mitterrand. Il y a eu un discours formidable devant le Bundestag, il y a eu un discours formidable au Parlement européen, quelques mois avant qu'il quitte le pouvoir. Et devant les parlementaires européens, il avait dit qu'il avait connu 2 guerres mondiales, voilà. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, et il avait dit avec force, le nationalisme c'est la guerre. Et il considère, comme tous les hommes de cette génération, que le seul moyen de combattre le nationalisme, le seul moyen de mettre un terme aux guerres qui ont tant marqué l'Europe, c'est bien sûr de s'unir, et c'est cette union. Voilà pourquoi il s'est battu. Et on voit bien qu'après la disparition des hommes qui ont connu cette génération-là, oui. Cette génération-là, qui a porté vraiment la construction européenne ? On s'interroge, Jacques Chirac... Schröder, c'était déjà une autre Chirac génération. Que Schröder, pour des raisons différentes, avaient été des adversaires en plus de l'Europe. Donc compliqué. Qui a porté le message ? Personne ne porte le message. Alors bien sûr que le message est aujourd'hui, on ne l'entend plus vraiment, mais je crois que c'était ça, François Mitterrand. Et encore une fois, je conseille à tout le monde, ce grand moment d'histoire, c'est le discours d'adieu de François Mitterrand qui ne laisse qu'un mot en héritage, c'est l'Europe. Ce qui est passionnant, c'est que ce traité de Maastricht se retrouve donc au cœur de 3 problématiques. Une problématique géopolitique générale, liée donc à l'effondrement de l'Union soviétique, à la réunification de l'Allemagne, au nouvel équilibre en Europe et à l'obsession d'un certain nombre d'hommes d'État qui ont connu la Seconde Guerre mondiale de ne pas la revivre, en quelque sorte, de ne pas revivre la guerre. Une deuxième problématique qui est une problématique européenne avec une construction qui avance, si l'on peut dire, mais qui avance de manière de plus en plus technocratique et de plus en plus coupée d'un certain nombre de réalités et d'aspirations politiques, avec l'échec du projet en tant que tel qu'il avait été pourtant rêvé en 1992. Et puis ne l'oublions jamais, et je pense que ça ferait partie des éléments importants d'une copie sur Maastricht, une réalité politique nationale qui, évidemment, on est en 1992, on est 4 ans après l'élection, la réélection de François Mitterrand en 88, avec une très forte impopularité du président, une gauche en difficulté, une droite qui se cherche et Mitterrand qui essaie de la mettre face à ses contradictions en portant sur la place publique un débat européen. Est-ce qu'on peut dire ça d'une façon générale ? Oui, on peut dire ça. Jean d'Ormesson, dans ce fameux débat auquel il participait, avait dit à François Mitterrand « Soyez De Gaulle, mais faites l'inverse, c'est-à-dire dites aux Français, pour ne pas
que votre impopularité pèse sur le scrutin, dites aux Français que si vous gagnez, vous partirez. Ce qui était quand même quelque chose d'assez étonnant. Bon, évidemment, François Mitterrand n'a pas fait ça, mais il avait pris le risque de ce référendum. Et encore une fois, je crois que ce qui est très important, c'est que pour comprendre, au fond, les débats d'aujourd'hui, il faut revenir à ce traité de Maastricht, à tout ce qu'il a déclenché. Et aujourd'hui, encore une fois, avec la situation en Grèce, avec la consultation du Royaume-Uni sur une sortie de l'Union, l'euro en question, Madame Merkel qui prend des initiatives toute seule parce que cette Europe à 28 ne fonctionne plus vraiment. Et les questions qu'on se pose sur la relance d'une construction européenne, tout est là et tout est d'actualité. Merci beaucoup Arlette Chabot. On avait l'impression d'avoir revécu ces moments de fièvre de 1992. Merci.